Tout va bien? Nickel, je suis en pleine forme. Bah oui, oui, bien sûr, et puis Monsieur Friedman fait des claquettes aussi, hein. Bon allez, en vrai, qu'est-ce qui va pas? Mais c'est ton truc là, jurisprudence, je sais pas quoi, je m'en sors pas. Oh bah si c'est que ça, franchement. T'as 3 minutes? Je te le refais en mode TGV quand tu veux. Comme on l'a vu lors de la séance précédente, il y a 3 grands types de sources formelles du droit. La législation, la jurisprudence et la doctrine. La législation, c'est l'ensemble des actes écrits émanant d'une autorité publique et qui ont pour vocation, en principe, de créer des normes à portée générale. C'est la Constitution, la loi, le décret, l'ordonnance du bourgmestre, l'arrêté ministériel, etc. C'est aussi des traités internationaux ou les travaux parlementaires, donc les comptes rendus de la Chambre ou du Sénat par exemple. La jurisprudence, c'est l'ensemble des décisions rendues par les cours et tribunaux dans le cadre des litiges qui sont portés devant eux. Et donc ça englobe la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, le Conseil d'État, justice de paix, tribunal de police et même certaines juridictions internationales. Enfin, la doctrine, c'est la production scientifique des juristes qui vont commenter, analyser, expliquer et critiquer le droit. Alors attention, cette source est une source très indirecte, puisqu'elle ne crée pas de droit contraignant, mais elle ne fait qu'influencer l'évolution du droit. Ah, c'est super sympa, hein, mais c'est pas ça mon problème, c'est juste que j'arrive pas à les différencier. Genre, les textes sur l'UV, là, je sais pas comment je suis censé savoir si c'est de la doctrine ou de la jurisprudence. Mais pourquoi tu l'as pas dit tout de suite? Enfin bon, bref, c'est pas grave. Tu sais, en soi, lire les sources du droit, c'est pas beaucoup plus compliqué. Il suffit de bien comprendre par qui et comment elles sont rédigées. Pour reconnaître la législation, il faut bien garder en tête que la législation émane d'autorités publiques comme la Chambre des représentants, comme le Sénat, le gouvernement, comme un ministre ou comme un bourgmestre. Et par conséquent, la législation est publiée dans des endroits bien spécifiques, en fait, et dans des recueils officiels, comme le Moniteur belge, le Bulletin provincial ou encore les Annales parlementaires, entre autres. Ce contexte de publication, c'est déjà un premier indice à prendre en compte. Ouais, mais si je sais pas dans quoi le texte est publié. C'est vrai, vous saurez pas toujours où c'est publié. Mais il y a d'autres indices qu'on peut trouver. Déjà, il y a l'intitulé du texte en lui-même. Si vous êtes face à un texte qui s'intitule Loi du 17 février, ou Arrêté ministériel du 12 mars, ou encore Traité de Marrakech, il y a de fortes chances qu'il s'agisse de législation. Par ailleurs, les sources qui relèvent de la législation sont souvent introduites par un préambule qui justifie rapidement la norme, ou par une petite formule introductive délicieusement surannée, du type, par exemple pour la loi, Philippe, roi des Belges, à tous présents et à venir, salut. Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit. Ensuite, un autre petit indice. Les textes qui touchent à la législation sont souvent suivis, en fin de texte, de la signature de leur auteur ou des ministres ou des personnes qui l'ont porté. Par exemple, si c'est le ministre de la Justice qui a défendu un texte, eh bien on trouvera en signature de la loi la signature de Koen Geens, ministre de la Justice. Si c'est un bourgmestre qui rend une ordonnance, par exemple, eh bien on lira la signature de ce bourgmestre à la fin du texte. À un niveau un peu plus substantiel, les textes de législation sont souvent subdivisés en différents niveaux selon une méthode très formalisée et très hiérarchisée. Ainsi, par exemple, on pourra trouver des textes qui sont divisés en livres, puis en titres, eux-mêmes divisés en chapitres qui contiennent des sections qui sont composées de différents articles. Et les articles sont même parfois divisés en paragraphes et en alinéas. Alors évidemment, tous les textes de législation ne correspondent pas à ce canevas précis. Mais bon, vous avez compris l'idée générale. Les sources de législation sont donc reconnaissables entre autres à leur structure en articles. Ces articles sont d'ailleurs numérotés, le plus souvent en chiffres arabes, article 1er, 2, 3, mais il arrive aussi qu'on utilise un code du type L 1231-1, ce qui signifie législatif, partie 1, livre 2, titre 3, chapitre 1, article 1er. Ah ouais, donc en fait c'est super simple. Dès qu'il y a des articles, c'est de la législation. Bah non, ce serait trop simple, hein. En fait, vous trouverez d'autres types de sources qui seront rédigées en articles. Par exemple, il y a certains dispositifs de décision de justice, donc en fait de la jurisprudence, qui sont divisés en articles. Et puis, à l'inverse, il y a aussi des textes qui ne sont pas divisés en articles, mais qui sont de la législation. Prenez les travaux parlementaires, par exemple, dont vous avez déjà parlé en introduction au droit. Les travaux parlementaires, ils ne sont pas divisés en articles, et pourtant, ça reste de la législation. En fait, il faut prendre en compte tous les indices dont je viens de vous parler, et pas se baser uniquement sur l'un d'entre eux. Évidemment, il faut toujours qu'il y ait un piège, hein. D'ailleurs, c'est quoi le machin dont tu parlais, là, le dispositif? Le dispositif, c'est la partie d'une décision de justice dans laquelle le juge va exposer sa décision. Mais ça me permet surtout de faire le lien avec la jurisprudence. On pourrait dire que la jurisprudence, elle émane aussi d'autorités publiques comme la législation, parce que les juges, après tout, ce sont des organes de l'État belge.
Et pourtant, il n'y a pas vraiment de recueil officiel qui publie systématiquement toutes les décisions de tous les juges en Belgique. La jurisprudence est principalement publiée via des sites internet officiels, comme Juridate, qui est quand même assez lacunaire, ou comme le site de la Cour constitutionnelle. Mais elle est également publiée dans des revues qui sont éditées par des maisons d'édition juridiques, mais privées. Par exemple, la Passy-Crizy, qui compile la plupart des arrêts de la Cour de cassation, est publiée par l'éditeur privé Breuiland. En général, lorsqu'elles sont publiées, les décisions de justice sont précédées d'une sorte de carte d'identité. On trouvera généralement sur cette carte d'identité l'identification de la juridiction qui a rendu la décision, la date du prononcé de la décision, éventuellement un numéro de rôle, puis l'identification des parties qui sont en litige, ainsi que de leurs avocats, etc. etc. Eh bien, cette carte d'identité, elle est extrêmement pratique pour reconnaître la jurisprudence, puisque la jurisprudence, c'est les décisions de justice prises à l'occasion de litiges portés devant un juge. Si on parle de cour de cassation, de parties en litige et d'avocats, il y a quand même de fortes chances qu'on soit face à de la jurisprudence. Mais vous pouvez aussi reconnaître la jurisprudence même sans avoir accès à ces informations, parce qu'il y a plein d'autres indices sur lesquels vous pouvez vous fonder. Si la structure des décisions de justice varie fortement d'une juridiction à l'autre, et parfois même d'un juge à l'autre, il y a quand même une série d'éléments qu'on peut relever et qui reviennent assez souvent. En général, les juges vont commencer par exposer les faits qui leur ont été soumis. Par exemple, Madame Machin a subi une interruption volontaire de grossesse lors de la 16e semaine de sa grossesse. Si la décision émane d'un juge d'appel, on trouvera dans cette partie également les rétroactes de la cause, c'est-à-dire en quelque sorte l'historique judiciaire du dossier. Et donc on répondra à des questions du type qui était le juge en première instance, qu'a-t-il décidé, comment a-t-il justifié sa décision, etc., etc. Le juge exposera ensuite les différents arguments que les parties au procès ont fait valoir devant lui. Le juge peut donc écrire que, par exemple, les avocats de Madame Machin ont fait valoir que l'IVG de leur cliente était la conséquence d'un viol, et que si elle n'a pas été pratiquée dans le délai légal des 12 semaines, c'est parce qu'une condition médicale particulière l'en empêchait. Le juge va aussi retracer les arguments de la partie adverse. Jusque-là, en fait, le juge n'a pas encore dit grand-chose. Il va se mettre à parler véritablement dans la partie suivante, qu'on pourrait qualifier d'appréciation de la juridiction. Le juge va y indiquer comment répondre aux arguments factuels et juridiques des différentes parties. Il va aussi indiquer quels sont les arguments qui le convainquent et quels sont les arguments au contraire qu'il va rejeter. C'est véritablement dans cette partie que le juge va justifier juridiquement la position qu'il va adopter à la fin du jugement. C'est donc une partie très importante de la décision. Ce n'est qu'après qu'intervient le dispositif dont nous parlions tout à l'heure. Dans cette partie, le juge va tirer les conclusions du raisonnement qu'il vient de tenir et donc indiquer qui gagne le procès, qui le perd, qui doit des dommages et intérêts à qui, etc., etc. C'est la partie que les avocats vont lire en premier pour savoir s'ils ont gagné ou perdu leur procès. Mais dans cette partie, je le rappelle, il n'y a pas de raisonnement juridique, c'est juste le résumé de la décision du juge qui dit « Madame Machin est condamnée parce qu'elle a eu une IVG illégale », par exemple. Ouais, pas idiot. Mais bon, sur l'UV ou dans l'examen, on va me donner un extrait, on va pas me donner tout le texte, donc j'aurai pas la structure. Et je fais comment, moi, si j'ai pas la structure pour reconnaître la jurisprudence? C'est pas la fin du monde parce qu'il y a d'autres indices. En particulier, vous pouvez essayer de relever les tics de langage des juges. Vous allez voir, au fil de vos études, que bien souvent, les décisions de justice ont des petits mots comme ça qui reviennent très souvent, du type « considérant »,« attendu que », etc., etc. Eh bien, ces mots-là, ce sont des mots qui vont vous servir d'indice pour déterminer qu'il s'agit de la jurisprudence. Alors c'est évidemment pas infaillible, comme je le disais tout à l'heure, il faut prendre en compte tous les indices, mais c'est une astuce, un indice supplémentaire. Ouais, combiner les indices, tout ça, ouais, je crois que je commence à voir. Et la doctrine, du coup, c'est quoi les indices? La doctrine, on va pas se mentir, c'est un peu le boxon. Il y a plein de types de doctrines différentes, et ces différents types vont impliquer des présentations formelles assez variées. On va pas présenter un précis de la même façon qu'on va présenter un commentaire d'arrêt, par exemple. Il y a quand même quelques éléments que vous pouvez garder en tête pour reconnaître la doctrine. Déjà, gardez à l'esprit que la doctrine est toujours publiée par des éditeurs privés, comme Larcier, Breuiland ou Diecœur. La doctrine est généralement publiée sous deux formes distinctes. Soit elle est publiée sous la forme d'articles qui paraissent dans des revues juridiques, comme le Journal des tribunaux ou Administration publique, ou bien elle est publiée sous la forme d'ouvrages, de monographies ou d'ouvrages collectifs, comme les 30 leçons de droit constitutionnel ou les grands arrêts en matière de handicap. Mais ce qui va sans doute le plus vous aider à identifier la doctrine, c'est le ton qui est développé par la doctrine. Puisqu'elle a vocation à expliquer le droit, à le commenter ou à le critiquer, la doctrine développe un style, un ton qui est très pédagogique, très explicatif. Par ailleurs, puisque la doctrine produit un discours scientifique, les textes de doctrine vont regorger de notes de bas de page qui vont renvoyer vers de la législation, de la jurisprudence ou d'autres auteurs de doctrine.
Et ces notes de bas de page, c'est un indice, parmi d'autres, qui va vous permettre de déterminer s'il s'agit ou non de doctrine. Bon c'est déjà fini pour cette séance. Autre. Ciao.